C'est donc un vaste territoire assez riche. Ils l'ont appelé le miel de la terre, bordé par l'eau. Et c'est pas comme chez les rois ou les successeurs de cette succession mâle. Chez les princes ou les ducs, c'est peut-être une fille ou un garçon. Donc là, c'est une fille aînée qui va devenir duc à la mort de son père, qui va devenir duchesse d'Aquitaine, qui est la fameuse Aliénor, ou certains l'appellent Éléonore d'Aquitaine, qui est une femme d'exception, qui aurait presque pu vivre au XXIe siècle, et qui a fait énormément pour son Aquitaine. Donc j'en dis deux mots, parce que ça en vaut la peine. Elle va développer la poésie. D'abord, elle avait son palais, leur capitale était Bordeaux, mais elle s'était installée à Poitiers, dans un palais qui est l'actuel tribunal d'instance de Poitiers. Elle va faire construire beaucoup d'abbayes et elle va en entretenir beaucoup, non pas en leur donnant de l'argent, parce qu'à l'époque, mais en leur donnant des bois de façon qu'ils puissent se chauffer et des terres qu'ils puissent cultiver. Elle, en particulier, elle va soigner, parce que c'est là qu'elle va finir ses jours, j'en parle déjà. C'est l'abbaye de Fontevraud. Si vous passez dans la région, quand même, c'est une abbaye qui est à recommander, qui a été complètement restaurée. Je veux dire, c'est une initiative des différents gouvernements. Aujourd'hui, je sais qu'elle est terminée. Elle est un peu nue, mais il y a les 4 gisants. Aliénor d'Aquitaine, son mari, et c'est son fils et sa belle-fille. Donc il y a des très belles cuisines, c'est à les côtés de Chinon, pas très loin de Tours. Voilà, c'était une parenthèse. Elle va beaucoup faire avec les poètes. Elle va avoir une cour de poètes qui vont chanter sa beauté, car on disait qu'elle était d'une extrême beauté. J'ai vu, il n'y a pas de photo, mais j'ai vu un tableau, pas mal, mais enfin, on n'a peut-être pas les mêmes goûts. Elle était fort intelligente, fort cultivée, et elle va, demander aux Bordelais d'arracher tous les pins qu'il y a dans le Médoc, partout autour de Bordeaux, et de planter des vignes. Aliénor d'Aquitaine est à l'origine des vins de Bordeaux. Ça va beaucoup l'aider par la suite. Elle va aussi instituer le code maritime. Bref, c'est une femme qui aura beaucoup de... Et elle veut faire de Bordeaux et Paris des capitales européennes. Plus tard, elle ajoutera Londres. Elle va tomber amoureuse, ou c'est lui qui va tomber amoureux, le roi de France, Louis VII, va tomber amoureux d'Aliénor, va l'épouser. Elle va beaucoup s'ennuyer, c'est une femme très active, elle va beaucoup s'ennuyer avec son roi de France. Il passait ses nuits dans sa chapelle privée. Alors elle va dire, ça c'est rapporté par les auteurs, j'ai épousé un moine, il a épousé l'Aquitaine, parce qu'évidemment, le royaume de France était surtout l'île de France à l'époque, c'était petit, il y avait les ducs de Bourgogne, comme les ducs d'Aquitaine. Donc à l'arrivée de l'Aquitaine dans la besace du roi de France, c'était extrêmement important pour lui, pour permettre d'avoir des ports, d'avoir la mer, alors qu'ils étaient un peu isolés dans les terres. Donc elle va s'en séparer. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de divorce, ça n'existait pas. Le pape trouve une vague consanguinité entre le mari et la femme et va dissoudre le mariage. Et elle va se remarier très rapidement, puisque elle est née en 1122 et nous sommes en 1152. Elle va se remarier avec un homme 10 ans plus jeune qu'elle, beaucoup plus actif que son roi de France, qui s'appelle Henri de Le Plantagenet, une famille du Maine-et-Loire, où il y a encore des traces aujourd'hui, fils d'une Normande qui est devenue reine d'Angleterre. Et en 1154, après son mariage avec Aliénor, 2 ans après, il va monter sur le trône d'Angleterre. Donc déjà, Aliénor
aura été princesse d'Aquitaine, reine de France et maintenant reine d'Angleterre. C'est un parcours qui est quand même pas assez extraordinaire. Elle habitera un peu Londres, mais elle suit un peu une caractérielle. Son mari a 20 ans, elle a 30 ans, grand militaire, très actif. Je crois qu'elle... disons qu'elle l'ennuie un peu. Elle lui fait beaucoup de reproches. Il la mettra en prison, à Londres. Elle réussira à force de râler, il va la libérer et elle va repartir pour Bordeaux et pour Poitiers, parce que c'est jamais très bien habitué au rôle de reine de France, de reine d'Angleterre. Voilà, mais le problème, ça va être important, c'est que nous sommes au XIVe siècle, et au XIIIe siècle, pardon, et nous avons eu des invasions en Périgord. La dernière, la plus importante, c'est l'invasion des Normands. Donc le roi de France va donner l'ordre à la vicomté de Limoges, puisque nous étions sous le joug de Limoges, on n'était pas du tout, le Périgord n'existait pas, et nous étions Aquitaine, et entre Aquitaine et Périgord, il y a eu, ça m'en reviendra, une autre région. Donc le roi de France décide de construire en France un certain nombre de forteresses. En Périgord, il y aura pas mal, pour une raison toute simple, c'est que nous avons le matériau. Si vous vous promenez en Périgord, même en allant sur la route à 1 kilomètre d'ici, sur la route de Périgueux, il y a des gens qui habitent dedans, il y a une carrière de pierre. Vous avez les carrières de pierre à Paussac, vous avez les carrières de pierre à Bantour, un peu partout, ce qui est un élément très important, parce que transporter des cubes de pierre, des pierres qui représentent des mètres cubes, sur des charrois tirés par des bœufs, c'était quand même un événement important. Et c'était pas la merci de tout le monde, et ça demandait beaucoup d'argent et surtout beaucoup de temps. Là, on a le matériau sur place, nous en avons une. Alors, si vous pouvez aller la visiter, je ne sais pas si aujourd'hui c'est une champignonnière, je ne sais pas si elle fonctionne toujours, enfin elle fonctionne moins bien. Mais c'est une belle carrière de pierre à Rochevideau, sur le bord, sur la commune de La Chapelle. Donc je ne sais pas, je ne vous garantis pas les champignons, parce que je ne sais pas très bien où ça en est. Ils les reçoivent tout prêts à mûrir dans la carrière, c'est tout. C'est moins sympa. Enfin, on peut voir la carrière, c'est déjà important. Bon. Et beaucoup de carrières en région parisienne, où il y avait aussi des carrières, ont été exploitées par des champignonistes. Voilà un peu comment se présentait le Périgord. Donc, sur les bords de la Dordogne, qui était un fleuve, qui n'est pas un fleuve, même si elle se jette dans l'estuaire de la Gironde, qui est presque l'océan, c'est quand même une rivière, mais c'est notre plus grande rivière. Dordogne, parce qu'elle vient du Massif central et elle a été alimentée par deux petits ruisseaux. L'un s'appelle Dor et l'autre Dogne. Voilà, et ça fait un grand ruisseau qui s'appelle la Dordogne, une grande rivière très fréquentée. Avec aujourd'hui, il y a un itinéraire incontournable en Dordogne, c'est Bergerac-Sarlat. Vous avez toute la vallée de la Dordogne, avec toutes tous les châteaux, il y en a vraiment à revendre, si je puis dire, et en particulier des grandes, je cherche le nom, et on va construire, la vicomté de Limoges, aurore du roi de France, va faire construire des châteaux comme la chapelle Fauché, des châteaux, je cherche le nom, pardon ? Des forteresses, non ? Des forteresses, oui, c'est ça. On va faire construire des forteresses comme la chapelle Fauché, comme Saint-Jean-de-Caules, comme Bruzat, parce que c'est le frère Jules Bruzat qui est un château malheureusement laissé à l'abandon. Il y a des propriétaires, mais enfin il y a pas mal qui s'écroulent un peu. Château de Bruzat, c'est la commune de Saint-Pierre-de-Caux, c'est à 5 km d'ici, ça. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Enfin, c'est son jumeau. Il y avait même deux châteaux. Et à une époque, il y en avait un qui était anglais et l'autre qui était français. Le voisinage ne va pas être terrible.
Et c'est comme ça qu'on va construire cette... j'arrive pas à en tenir. Forteresse. Alors il va falloir beaucoup d'imagination. Vous imaginez qu'il n'y a aucun bâtiment à droite derrière vous. Et que le château aujourd'hui, qui était forteresse, il n'y avait pas cette tour octogonale, qui est une tour d'escalier, et il n'y avait pas le corps de logis. Il y avait simplement les 2 tours rondes, sans leurs fenêtres, avec ces machicoulis et ces chemins de ronde, vous le verrez derrière un peu mieux, et que tout ça, que cette maison n'existe pas, et qu'il n'y a pas de toit. Aujourd'hui, c'est redevenu un peu forteresse, sans ses lucarnes et sans ses fenêtres. Donc il y avait à peu près 150 soldats. Il y avait un mur de fortification qui partait de cette tour-là et qui était à la place de tous les bâtiments que vous avez sur votre droite, derrière vous, et qui partait d'un pont qui n'est pas le pont d'aujourd'hui, mais un pont en bois qui existait sur la cour, à côté du pont de pierre d'aujourd'hui, et qui remontait ce qu'on appelle, là où je suis en train de faire le travail, remontait le long des terrasses, et allait jusqu'au pont-levis. Il y avait un pont-levis et une herse à l'entrée, il n'y avait pas ce châtelet d'entrée non plus. Il n'y avait pas donc un grand mur de fortification, vous verrez, il est assez haut, on peut en voir des éléments. Et ce château, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'en 1356, car en 1347, le Périgord va vivre un peu l'enfer. C'est ce que une historienne bordelaise, Madame Cocula, va raconter dans un livre. Ça a été un peu il y a eu la maladie. En 1347, d'abord, c'est le début de la guerre de 100 ans. Tout de même un mot pour connaître la raison de la guerre de 100 ans, qui va durer d'ailleurs presque 110 ans. Enfin, on l'appelle la guerre de 100 ans, envahie par les Anglais. Donc le roi d'Angleterre, Édouard III, avait épousé la fille du roi de France, Philippe IV le Bel, Isabelle de France. Et le roi de France n'avait pas de garçon, n'avait pas de descendance mâle pour assurer ça. Et le roi d'Angleterre a dit, moi j'ai 2 fils, j'ai épousé la fille du roi de France, ce sont mes fils qui monteront sur le trône de France. Les barons de l'époque s'y sont opposés, ils ont réussi à s'opposer. Enfin, le prétexte de la guerre de 100 ans, c'est le roi d'Angleterre à qui on a refusé le trône de France. Voilà. Donc c'était un motif, je ne sais pas s'il y avait une guerre, mais enfin. Et il y a son fils aîné qu'on va surnommer, qui était un grand guerrier, il avait 2 fils. Le fils aîné qu'on va surnommer le prince noir, parce qu'il était bien noir, il avait un cheval noir, enfin, il surnommé le prince noir, va s'installer à Bergerac. Alors avant de parler de Bergerac, j'ai oublié de dire, plutôt je dis, le Périgord, le sud du Périgord, la région bordelaise vont s'enrichir au XIVe siècle. Parce que quand Aliénor va demander qu'on plante des vignes, aujourd'hui, à son époque, cette vigne avait du rendement. Il produisait des rendements importants, parce que c'était des cépages qui avaient une production importante. Et elle va vendre la quasi-totalité de ces vins du sud du Périgord et du Bordelais aux Anglais. Il y avait donc un trafic jour et nuit sur la Dordogne. Alors, bien sûr, la Chapelle-Fauché, il y avait des vignes à l'époque. C'est le phylloxéra qui a fait que ça a disparu et que les politiques à l'époque ont demandé qu'on replante des pins. Mais le Bergeracois a replanté, et donc ils sont sur le bord de la Dordogne, ils sont tout près d'une rivière où peuvent naviguer des bateaux qui vont transporter jusqu'à Bordeaux, où ils seront chargés sur d'autres bateaux pour l'Angleterre. C'est une richesse importante. Donc s'ils s'installent à Bergerac,
le prince noir, c'est qu'il est, il est très bien accueilli. Hein. C'est quand même le monsieur qui rapporte de l'argent. Il arrive à lever 10 000 soldats. Il y avait surtout des Gascons, il y avait des gens de Bergerac. 10 000, c'est énorme. Et vraiment, c'est là où commence la guerre de 100 ans, 1347, puisqu'il arrive ici, il part entre le 8, il part le 25 juillet 1356 de Bergerac, il voulait passer par Périgueux, mais Périgueux était resté fidèle au roi de France, l'empêche de passer, il va passer par Brantôme, peut-être pas les 10 000 hommes, mais un détachement passera par la Chapelle-Fauché, et ils iront sur Nontron, Poitiers, et ensuite la région parisienne. Et ils tombent sur, évidemment, une forteresse capétienne, si je puis dire. Ils font le siège, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le nombre de jours que ça dure, peu importe d'ailleurs, mais la forteresse va se rendre. Il y avait à peu près 120-150 soldats qui vont se rendre. Et le prince noir, comme il n'avait pas les moyens en hommes pour occuper toutes les forteresses qu'il avait prises ou qu'il allait prendre, il va mettre le feu, non pas à la forteresse, parce que c'était des murs épais, mais le feu au village. La Chapelle-Fauché va brûler entièrement. C'est des maisons en bois, enfin en torchis, je veux dire. C'est pas les maisons d'aujourd'hui, donc ça brûle facilement. J'ai pensé longtemps qu'une travée de notre église avait brûlé. Puis ça a été démenti quand il y a une dizaine d'années, on a fait des fouilles et on a trouvé finalement un cimetière. On a trouvé des tombes. Donc le cimetière, comme tous les villages et les villes de France, les cimetières étaient autour des églises. Donc à mon avis, mon raisonnement n'était pas bon. Mais si vous passez devant l'église, il y a des peintures qui ont été découvertes et surtout la porte a été déplacée sur le côté. Elle est sur le côté sud alors qu'elle devrait être côté nord au bout de l'église. Donc, est-ce qu'ils l'ont détruite? Une partie, enfin en tous les cas, elle est romane mais avec une partie gothique. Mais c'est une jolie église et nous sommes une des rares communes, pour pas dire, en tous les cas en Dordogne, en Périgord. Parce que Périgord-Dordogne, c'est la même chose. Hein. C'est une région Périgord, mais c'est une région qui n'a qu'un département. Et nous avons 4 églises. Nous avons l'église paroissiale, nous avons une petite église romane. Enfin, celle-là est à voir. Hein. C'est au Petit Jumillac, elle est sur un rocher, elle est très belle. La mairie, tout ça est à la charge de notre mairie. Nous avons une chapelle dans le cimetière, qui s'appelle Saint-Égide, j'ai lu qu'elle s'appelait Saint-Gilles, d'autres auteurs disent Saint-Égide. Bon, c'est difficile de trouver la vérité. Évidemment, il n'en reste pas grand-chose, mais elle est privée. Et il y a une autre chapelle privée, qui était une chapelle de l'ordre de Malte, et qui se trouve à Puy-Martin. Mais c'est privé, ils l'entretiennent, enfin... Le monsieur est décédé, donc la femme, c'est peut-être un peu plus difficile pour elle d'entretenir un tel bâtiment, d'autant plus qu'il est privé et qu'il n'a jamais été nationalisé. Voilà, donc pour ça, c'est pour la petite histoire. Donc, pendant 100 ans, alors oui, je reviens un peu en arrière, j'avais dit qu'il y avait les 3 cavaliers de l'Apocalypse, le Périgord en 1348, un an après le début de la guerre de 100 ans, va avoir la fameuse peste noire qui arrive d'Italie par les mouches, qui va décimer avec des maladies terribles les 2 tiers des Périgourdins. C'est pas bien de dire Périgourdin, je ne devrais pas le dire parce que je suis le premier à dire que le Périgord est habité par des Périgordins. Mais je l'avais dit aux journalistes, ils m'ont dit ah oui, mais on est habitué à dire Périgourdin, et les habitants de Périgueux sont des Périgourdins. Voilà la vérité. Mais il y a le Périgordin, moi qui lis la presse, je ne le vois pas souvent. Et le troisième cavalier de l'Apocalypse, ça a été en 1348, 49, 50, 3 hivers à moins 20, moins 25 degrés. Toutes les récoltes ont gelé. Donc ça a été la famine. Alors, donc la guerre contre les Anglais
la peste noire et la famine. Ça faisait beaucoup quand même pour une région. Et c'est là qu'il va y avoir beaucoup de décès en Périgord et d'autres régions où la peste noire va faire des ravages. Voilà, je reviens donc à l'anglais. En 1356, le village est brûlé et pendant une bonne centaine d'années, jusqu'en 1460, la chapelle Fauché. Je fais une petite parenthèse aussi. Chapelle Fauché vient de Fulcurius, un nom latin, c'était celui qui a bâti l'église, notre église romane. Vous savez qu'à l'époque, on bâtissait des églises, et c'était des gens riches, baptisaient les églises, et ensuite le village. J'entends souvent que le village s'est formé et ensuite on a construit l'église. Non, il bâtissait l'église sur un rocher, sur une hauteur, parce qu'il avait peut-être, je sais pas, il avait fait peut-être un vœu. Et le village s'est installé autour de cette église ainsi que le cimetière. Et nous avions, jusqu'au début du 19e siècle, nous avions 900 habitants à la chapelle Fauché. Aujourd'hui, je fais des petites parenthèses comme ça, comme vous vivez dans le village. 900 habitants, aujourd'hui il y en a 420, et 420-430 en fouillant bien les tiroirs. Et grâce, je veux dire, à notre classe qui permet d'accueillir des petits enfants, mais grâce à notre maternité, qui est la seule activité que l'on ait avec la poste, c'est tout ce qui nous reste. Il y avait à l'époque 2 boulangers à Charon, il y avait un boucher, tout ça. Nous avons perdu tout ça. Bon, mais tant que nous aurons la poste, ça fera un peu vivre. On n'a plus d'épicerie, on n'a plus rien. Bon. Voilà, c'est comme ça. Charon. Comment ? C'est quoi un charron ? Un charron, c'est celui qui s'occupe des roues charrettes. J'en ai, mais il ne reste plus que l'effet de l'autre. C'était ah oui, c'était un métier spécial. Hein. Il était en bas dans le enfin, entendu parler. Elle est trop jeune pour. Moi, je l'ai à peine connu. Mais enfin, il y a des descendants du charron. Ils sont à la retraite, le dernier, et habite à Chapelle. Il s'appelle Valade. Il est à côté du cimetière là-bas. Voilà, donc tout ça pour dire que je ne sais plus où je voulais aller, la Chapelle Fauché. C'était le fait qu'il y avait 900 habitants et les différentes... Oui, 900 habitants. Pourquoi tu t'es parlé de ça, j'en sais rien, je ne sais plus. Comment ? C'est 3 chevaliers, chevaliers de l'Apocalypse. Les 3 cavaliers de l'Apocalypse, oui, ça c'est une femme, c'était une historienne de Bordeaux, elle est toujours là, elle est toujours en vie. Je l'ai vue cette année à Brantôme, elle vient souvent à Brantôme, elle a écrit un livre sur Brantôme, et elle fait allusion à la chapelle Fauché. Voilà, donc peu importe ce que je disais sur la chapelle. Donc, oui, pendant plus de 100 ans, ce sera une ruine sans habitants. Donc, la ruine n'a pas dû s'arranger, n'a pas dû s'arranger, et pas d'habitants. Inutile de vous dire que le village devait être, pendant quel état, c'était presque 110 ans, puisque c'est en 1460, soit un peu plus de 104 ans après le siège de la forteresse, que le roi de France, je ne crois pas qu'il l'ait acheté, je crois qu'il lui a donné. Le roi de France va donner à un certain Audouin de Farges la forteresse en remerciement de ce qu'il avait fait dans les batailles contre les Anglais, en particulier la victoire sur les Anglais à Bordeaux et la victoire surtout en 1453, j'ai oublié le nom, qui est à cheval, à la frontière Dordogne-Gironde, ça on reviendra.
Castillon, merci. La victoire de Castillon qui va mettre un terme définitif en 1453 à la guerre de Cent Ans. C'est la raison pour laquelle le roi, n'ayant pas beaucoup d'argent, décide de donner cette forteresse à un certain Audouin de Forges, qui était un homme fortuné. Aujourd'hui, on dirait un businessman, qui a beaucoup de propriétés, surtout dans la région de Millac, enfin, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et donc, il va transformer, parce que c'est un travail de titan, transformer cette forteresse en château d'agrément. Donc, il va percer des fenêtres à travers dans les tours. Il va mettre des toits sur les tours. Les tours font 14 mètres, les toits faisaient 15 mètres de haut. Toits pointe conique. Il va mettre pas des fenêtres, mais des fenêtres. Enfin, au-dessus de la tour, sur la tour octogonale, c'est la tour de l'escalier. Tout ça se termine en 1485, donc fin du 15e. Fin du 15e, on avait commencé un peu au 14e à avoir des étages et une distribution de la circulation à chaque étage. À la Chapelle, c'est un des premiers châteaux pour le moment qui va avoir un escalier, fin du 15e, qui distribue la circulation dans tous les étages. Puisqu'il fait construire un bâtiment entre la tour et j'ai oublié le nom aussi, peu importe, ce bâtiment est beaucoup plus important côté rivière que côté cour ici, au parc intérieur, parce que l'architecte est obligé de tenir compte qu'il y a deux tours et qu'il faut mettre tout casé entre deux tours. En plus, il fallait montrer aux gens qui passaient dans la vallée, qui ne passaient pas à 90 à l'heure, qui passaient à pied ou à dos d'âne ou à charrette, qui passaient dans la vallée, de montrer qu'on avait un beau château, donc son bâtiment aura 2 fenêtres par étage, vous le verrez en allant à l'arrière, ce qui fait beaucoup plus... Là, il fait un peu étriqué, il fait un peu rikiki. Donc, mais il est plus majestueux, donc la raison c'est pour le moment qu'il fallait montrer au public qu'on avait de l'argent. Voilà, donc ce Audouin de Forges va avec une fille qui va tomber amoureuse de l'un de mes ancêtres, puisque ici les Brucs sont inconnus, ce sont les Chabans, qui est un nom celte, qui est originaire du nom d'une tour d'un château de Dagonac. Et il va... je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, oui, merci. Il a une fille qui va épouser un Chaban le 9 mai 1508, 1509 ou 1509. Et en 1515, que j'ai l'année connue pour Marignan, pour Marignan, le père va donner à sa fille, qui est mariée marquise de Chabans, qui avait le titre de marquis, va donner le château, dans sa corbeille de mariée, le château de la Chapelle-Fauchée et ses terres. Il y avait à l'époque 2000 hectares. On allait jusqu'à, enfin vous ne connaissez pas, mais on allait jusqu'à Évira. Il y a encore une maison forte sur la commune d'Évira, où je connais très bien les propriétaires, et c'est là où allaient se réfugier un des fils. Donc c'était une énorme terre avec beaucoup de fermes. Enfin, c'était pas des fermes à l'époque, mais des métairies. Et il y en avait une douzaine ici sur la commune. Alors métairie, ça vient d'un nom, ça vient de Mitao, qui est un nom occitan, Mitao, ou patois. Mitao, ça veut dire la moitié. Le métayer ne payait pas un fermage comme on paye aujourd'hui. Il donnait la moitié de sa récolte, la moitié de ses vendanges, de ses omblés. Il vendait un veau, il en donnait la moitié.
au châtelain, c'était son seul revenu. Et de temps en temps, ils amenaient les étrennes, le 1er janvier, qui était en général une paire de poulets. Voilà. J'ai même connu la paire de poulets, ça existait encore un petit peu. Enfin, je suis pas centenaire. Voilà, donc, ce sera un couple paisible, disons, mais on va tomber en 1545-46, on va tomber dans les guerres de religion. Aujourd'hui, on dirait les protestants contre les catholiques. Ça n'existait pas il n'y a pas longtemps en Irlande. Et c'était aujourd'hui, à l'époque, on disait les catholiques contre les huguenots, puisque cette religion provient d'Allemagne et de Suisse, et que en Allemagne ça s'appelle des Huguenots, et c'est traduit en français, ça fait huguenots. Une bataille sans merci, avec peut-être un des rois ou des reines qui ont un peu hésité, qui étaient catholiques, puisqu'on disait un seul roi, une seule fois la religion catholique. Donc ici, il va y avoir un crime horrible, puisque une bande de reîtres, qui étaient des Allemands, des soldats allemands, qui étaient basés, qui étaient évidemment qui étaient protestants, étaient basés à La Rochelle. Pourquoi La Rochelle? Parce que c'est une ville qu'on peut défendre assez facilement, et surtout on peut s'évader par la mer au cas où il y aura un problème. Donc ils seront commandés, tous ces gens-là seront commandés par un amiral de la flotte, je vous dirai le nom tout à l'heure, et qui va prendre la tête de ces soldats, l'amiral Gaspard de Coligny. Voilà. Il y a d'ailleurs un boulevard Coligny à Brantôme. Gaspard de Coligny qui va quitter La Rochelle avec 3000 hommes, 3000, mais des hommes de sac et de cordes, qui va passer par Limoges et qui va descendre vers le Périgord, qui va passer par un peu la route actuelle, la Coquille, il va passer par Thiviers, par Saint-Jean, et à chaque fois il y aura malheureusement des morts. Et à la Chapelle, il est dans la vallée avec ses 3000 cavaliers, il tombe sur des agriculteurs, enfin des paysans de la Chapelle, de Villars, de Saint-Pierre, qui étaient réunis, probablement pour essayer, ayant appris qu'il y avait une troupe qui arrivait, et qui ont voulu attaquer cette troupe. Bon, la troupe huguenote était équipée, donc ils sont poursuivis par les huguenots. Les catholiques viennent se réfugier dans le château. C'était en 1569, le 8 juin 1569. Il était 10h du matin, il les fait enfermer parce qu'il y a des salles en sous-sol. Le sol a été... On a monté le sol au fur et à mesure, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a des salles en sous-sol. Et oui, c'est le 8 juin 1569. Et le soir à 18h, il les a tous passés au fil de l'épée. Donc il y a eu 260 catholiques qui ont été assassinés. Donc c'était un charnier énorme. Les historiens qui parlent de l'Aquitaine font allusion à la chapelle Fauché. Ça a été... On n'a pas... Évidemment, il n'y avait pas les médias qui en parlaient. Il n'y avait pas de médias à l'époque. Enfin, ça fait partie des grands charniers. Plus tard, il y en aura d'autres à Paris, beaucoup plus importants. Aussi bien par des charniers de catholiques, mais aussi de protestants. Donc c'était une guerre un peu horrible. C'est là où la France va déjà perdre ses documents d'histoire qui ont été brûlés. C'est dommage de massacrer. Et puis ensuite, ce sera la révolution de 1789. On brûlera à nouveau des archives. Et que la France est amputée de papiers qui auraient dû être épargnés, enfin je pense. Voilà, donc c'est un crime qui va marquer pas toutes les générations, mais pendant au moins 300 ans,
les générations de Chabans qui vont habiter là seront marquées par ce et vont vivre difficilement ce crime. Voilà, le Gaspard de Coligny ira à Brantôme, où il y a une abbaye, donc il aurait dû... Brantôme, c'est Pierre de Bourdeil, c'est donc le patron de Brantôme, si je peux dire. Il y a un petit château qui vaut la peine, sur la commune de Saint-Crépin-de-Richemont. Et Brantôme, dans les écrits, paraît-il qu'il aurait offert aux soldats un casse-croûte. Est-ce que c'est une légende probablement, mais fait que personne n'a attaqué l'abbaye où il y avait beaucoup de moines et il y avait beaucoup d'argent. Et même peut-être de l'or. Donc Brantôme a été épargné par le Gaspard de Coligny. Tant mieux pour Brantôme, mais ils sont passés tout près d'Acharny. Voilà, après ça, nous arrivons en 1569, nous arrivons à la fin des travaux de la chapelle Fauché, qui est plutôt il y a longtemps, je dis en 1485. Nous arrivons au 16e, 17e. Nous avons une autre bataille, mais familiale, avec la Fronde. Donc, entre la maladie, les Anglais et la Fronde. C'est donc ceux qui se révoltaient, non pas contre le futur roi, parce qu'il était tout jeune, Louis XIV, il n'avait rien contre lui, mais contre le pouvoir absolu du roi. Donc ça a été la Fronde, et il y avait celui qui a amené la Fronde, c'est le prince de Condé. Le prince de Condé, et ici, le château est passé du côté de la Fronde. Et le château se composait d'une veuve, qui avait 3 fils, 2 à la chapelle Fauché, un autre qui était officier militaire en campagne d'Italie. Il va revenir de la campagne d'Italie pour prendre quelques jours de repos dans son château, il est le fils aîné, et sa mère l'a traité de Mazarin, disant qu'il était interdit de séjour dans son château. Il n'arrive pas à rentrer parce qu'il y avait des soldats, mais qui appartenaient à son fils, au fils, mais qui se sont mis du côté de la mer. Et il est mis dehors. Il va se réfugier je l'ai fait allusion à cette maison forte de la région des Viras. Va partir pour Paris, informer le jeune Louis XIV qui vient de monter sur le trône. Nous sommes en 1652. C'est là où la Fronde est la plus forte, et qui va l'autoriser à reprendre, on a la lettre dans les archives, à reprendre son château par la force. Il redescendra en Périgord, il va trouver des hommes dans le coin, une douzaine d'hommes, mais ils n'arriveront pas à prendre le château. Donc il repartira pour Paris trouver le roi d'enfant qui va lui donner une petite armée de 40 soldats, un officier qui vont se présenter à la chapelle Fauché et qui vont prendre très facilement le château parce que le propriétaire connaissait bien les points faibles de ses remparts. Voilà, donc et il va chasser sa famille, l'envoyer au château de Bourdeil parce qu'ils étaient très proches parents, les Chabans des Bourdeil. À l'époque, puisqu'il y a un Chaban qui avait épousé une Mademoiselle de Bourdeil. Bon, on se mariait pas très loin de chez soi à l'époque. On n'avait pas de moyen de locomotion. Voilà, donc nous sommes au XVIIe siècle. Et le fils aîné est nommé par Louis XIV, quand il était bien réinstallé. Il était maréchal de camp, habitué au camp militaire. Il va recevoir des substituts, si je puis dire, il va recevoir important de l'argent du roi pour monter un camp militaire ici et à défendre une région du Périgord, je ne sais pas laquelle. Je n'ai jamais trouvé la limite qu'il devait défendre. Et là, il va construire tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire une écurie pour les chevaux. Vous la verrez, c'est une très belle salle voûtée. Il n'y en a pas beaucoup en Périgord. Un manège pour les chevaux. Non pas c'est surtout pour les pensées.
et non pas pour les monter. Donc, et ici, quand il y avait beaucoup de vignes à la chapelle, il y a un cuvier avec une cave au bout. Et on conserve le mur de fortification entre le cuvier et le château. Et le mur, et on écrase, j'ai oublié de dire que le toit de l'écurie de la primitive, qui était sur. Aujourd'hui, c'est du tilleul, c'est une terrasse de tilleul, mais en dessous, il y avait une écurie du temps du temps du début j'arrive pas à dire, de la forteresse. La forteresse, voilà. Du temps de la forteresse, il y avait donc une écurie où il y avait 80 chevaux, des chevaux rentrant par derrière en raison du faux niveau, et le mur de fortification passant aussi derrière. La côte que vous voyez qui est en réparation était privée à l'époque. Donc on allait jusqu'à ça a été vendu à la. Non, ça n'a pas été vendu. C'est un échange qui a eu lieu en 1899. D'ailleurs, il y a encore le compte-rendu de la séance du conseil municipal que le château pouvait avoir accès direct par l'allée que vous avez prise aujourd'hui et qu'on prolonge les terrasses jusqu'en haut, pas les terrasses, la route, parce que elle tournait en épingle à cheveux et amenait au château. C'est la raison pour laquelle l'allée qui se trouve en sortant du château n'est pas en face du château, elle l'était le temps où on prenait en bas et on tournait. C'est un virage en épingle à cheveux. Voilà, de 610, 680. Donc ces tilleuls sont sûrement très âgés. Vous vous approcherez du mur là-bas, il y a un cèdre du Liban, dont on voit la tête là, qui a mesuré au moins une trentaine de mètres, 30 ou 35 mètres, qui est magnifique, et pourtant qui n'a que 2 ans. Là, alors au 18e, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est ce bâtiment. Ce bâtiment, 18e, c'est le beau-père d'une Chaban. Il aimait beaucoup. Le beau-père, oui, c'est le beau-père d'un Chaban. Il aimait beaucoup sa fille. Il avait souhaité, il était veuf, il avait souhaité finir ses jours à la chapelle Fauchier. Il aurait pu le mettre dans le château, bon, il avait de l'argent. Il va construire ce bâtiment. Il va donner à sa fille et à son gendre tout le rez-de-chaussée. Et donc ils vont faire une cuisine dans la première fenêtre en bas, vous voyez. Et après ça, ce sera la salle à manger et il passe la salle à manger dans la première tour avec une porte qui existe, enfin qui est fermée, qui est condamnée, mais il y a une porte qui permettait d'aller de la cuisine à la salle à manger. Voilà, et lui il loge au premier avec son salon, sa chambre, et il y a un bâtiment qu'il a prolongé aussi, en prolongement du cuvier, qui va permettre d'avoir un plein étage de chambre, parce qu'à l'époque on avait beaucoup de couloirs, beaucoup d'antichambres, mais assez peu de chambres finalement. Et le raisonnement est le même aujourd'hui. Et il va enfin, c'est un travail de titan. Le château était à pic sur la rivière, vraiment à pic sur le rocher. Il va combler, il va monter une terrasse, vous irez voir, juste derrière. Et un escalier, donc 18e, qui est pas mal, vous verrez, qui est pas mal du tout. Il est assez dangereux à descendre parce que les marches sont très rapprochées. Mais donc tout ça est 18e. Voilà, au 19e, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que l'agriculture s'est beaucoup développée, particulièrement en France et particulièrement en Dordogne, dans le Périgord. Il y a l'arrivée de la pomme de terre, il y a l'arrivée du maïs. Et les métayers ou les petits propriétaires vivaient modestement, mais très heureux de ce qu'ils avaient. On vivait à l'époque du cochon. Le cochon, c'est un animal où on peut tout manger. Et les jambons, je me souviens, dans les cheminées. Il y avait beaucoup de châtaignes, il y avait les châtaigniers. C'était l'arrivée de la châtaigne au 19e siècle, avec la pomme de terre et le maïs. On avait une basse-cour, on avait des poules, des poulets, des canards.
Il y avait souvent des mares dans les fermes, dans les métairies. Voilà, donc tout ça a progressé, mais il faut se dire qu'il n'y avait pas d'électricité. Il y a des gens qui vivaient, qui ne connaissaient pas Brantôme. Il y avait pas, les routes étaient chaotiques, voilà. Mais le 19e était un siècle plutôt calme. Au 20e, c'est le drame. Et ça sera la fin, parce que la fin se termine par un drame, puisque c'est le 9 août 1916, c'est-à-dire il y a exactement 101 ans, le 9 août 1916 à 17h, un orage violent, sec, la foudre tombe sur le paratonnerre, le paratonnerre de la tour de droite, mais le paratonnerre était en panne, ils le savaient, mais ils n'ont pas trouvé de dépanneur, parce que en 1916, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans les régions, et ils n'ont jamais pu le faire réparer, et la foudre est tombée, a mis le feu à la toiture, qui était évidemment très sèche, tout a brûlé. Un gosse, un jeune est parti à bicyclette. La route de Périgueux, c'est pas ce qu'elle était aujourd'hui. À Périgueux, chercher des pompiers. On a téléphoné, mais il y avait quelques téléphones, mais c'était coupé. Donc les pompiers sont arrivés. Les pompiers sont arrivés à 3h du matin. Donc, c'est passé bon. Ah oui. Ils sont arrivés à 3h du matin. Et la seule chose qu'ils aient faite qui c'est bien, tous les gens du village sont venus pour boucher la porte de communication entre les deux portes de communication. Il y en avait une également au premier étage et au rez-de-chaussée, de façon que le feu ne passe pas dans le bâtiment, sinon tout aurait brûlé. Et les pompiers ont arrosé le château en permanence. Enfin, ils sont arrivés avec 4 chevaux et 800 litres d'eau. Ça a été tout a brûlé, sauf les archives. Sinon, je n'aurais pas pu vous raconter tout ce que je vous raconte. Elles étaient dans une pièce blindée et elles ont été à l'abri du feu et je les ai encore aujourd'hui. Voilà, et au 20e, au 19e, c'est là où on ne vit plus de ces terres parce que ça devient un peu difficile. Donc, au début du 20e, mon grand-père prend une situation, mon père enchaîne, prend une autre. On fait des grandes écoles. Donc on vient ici pour les vacances, c'était plutôt les résidences secondaires, mais à l'époque il y avait 3 mois de vacances. Moi je ne pouvais pas vivre non plus parce que la terre c'est quand même très ingrat. J'étais dans la capitale pour gagner ma vie. Et voilà, puis j'ai vendu des terres parce qu'il y a eu des droits de succession, parce que les terres il faut y être, mais je pouvais difficilement y vivre. Donc par contre, j'étais très heureux de prendre ma retraite ici, en 1995, il y a donc un peu plus de 20 ans, 22 ans, je suis ici. La retraite où j'ai vendu mon appartement avec l'argent des terres, je me suis acheté un appartement à Paris qui a triplé de prix. J'ai refait toutes les toitures, sauf le manège, et une autre grange, mais comme m'a dit le maire, on dirait une villa à la romaine, c'est-à-dire qu'il y a les 4 murs, mais il y a le mur qui fait, il y a un mur, il y a le toit qui fait illusion, mais il n'y a pas de toit derrière. Voilà. Et j'ai fait pas mal, j'ai été conseiller municipal. J'aime bien mon village, il a beaucoup changé. Je connaissais tout le monde. Maintenant, c'est différent, mais c'est des jeunes qui sont arrivés parce qu'ils ont des enfants en bas âge et grâce à la maternité, grâce à l'école. Mais ils sont là pour 2 ans, ils vont sûrement repartir ailleurs parce que les gosses grandissent. Voilà, donc c'est la seule activité que l'on ait. J'ai écouté le président de la République qui a dit qu'il ne voulait pas fermer les écoles parce que nous, chaque année, on se pose la question si on va fermer ou pas. Et une poste a mis
une agence postale à mi-temps, mais on n'a plus d'épicerie. Voilà. J'ai connu 2 épiceries. Enfin, il ne faut pas pleurer sur le passé. Les choses changent, les choses évoluent, donc maintenant on a une vie autrement. Voilà, et puis tout ça, je m'avais dit, tiens, c'était un peu mon rêve, mais j'étais très conforté dans le comité des fêtes de la chapelle, des gens autour, que je voulais faire un son et lumière, qu'on a appelé son et lumière, mais c'est une erreur. C'était un spectacle historique. Il y avait 80 bénévoles, bien entendu, donc, avec des répétitions, louer des costumes. Ça a duré 1989, 1994, je n'étais pas encore installé là. Et on a monté ce qu'on a appelé Son et Lumière, avec des tribunes, des fauteuils ici. C'est un cinéma qui avait changé ses fauteuils, on a eu du pot, on a eu des fauteuils. Et on avait des tribunes gratuites du Conseil Général, qui s'appelait Conseil Général à l'époque, avec des éclairages partout, il reste quelques projecteurs encore qui traînent dans les arbres. Ça a peut-être été le plus bel hommage que j'ai pu rendre à mon passé, parce que j'ai fait revivre depuis la création jusqu'à l'incendie, jusqu'aux les guerres, les crimes. Et ça a été, je crois, il y a des gens qui avaient été au Puy du Fou qui m'ont dit, évidemment c'est moins important que le Puy du Fou, mais c'est plus intimiste et au moins on apprend quelque chose. Parce qu'au Puy du Fou, il n'y a pas d'histoire. Voilà, donc c'était sous forme de tableau pour chaque guerre ou chaque meurtre ou chaque mariage. Voilà, le château était éclairé, il y avait encore 2 projecteurs en 4 couleurs. Et tout ça avec des techniciens bénévoles, des personnages bénévoles, tout ça on a vécu. Voilà, et puis on a arrêté parce que ça s'essouffle un peu. Il a commencé à y avoir des absences, on s'est un peu embêté. On a commencé la dernière année, là, il n'a pas prévenu, il n'est pas venu, alors c'était pré-enregistré, évidemment il n'était pas le texte en live. Enfin. Et donc c'était un peu embêtant parce qu'on a entendu la voix mais on n'a pas vu le bonhomme. Enfin bon. J'ai vu que les gens commençaient puis celui qui était un ancien professeur au lycée de Marin et qui faisait un peu la mise en scène était fatigué et j'ai senti qu'il voulait abandonner. Donc on a arrêté. C'est combien de temps, 15 ans? Oui, ça fait 94. Ah oui. Voilà, et puis on a fait, puis on s'est penché sur l'église, donc j'ai eu un certain temps la responsabilité de l'église, donc on a gagné un peu de sous par des repas, j'ai fait des expositions des artisans dans la salle que vous allez voir, des expositions dans la salle dehors avec il y avait un ticket d'entrée à payer, on s'est fait un peu de sous, on a pu s'offrir des bancs dans l'église, on a mis la sono dans l'église et j'ai passé la main parce que maintenant il faut être jeune pour avoir des idées et surtout les mettre en pratique. Alors j'ai passé la main c'était au mois de juin cette année. Parce qu'il fallait renouveler un peu la présidence. Mais ils vont faire des fêtes pour la petite église de Jumillac, là, qui s'appelle Saint-Maurice, on va faire quelque chose pour la Saint-Maurice. Voilà, puis ils ont trouvé une bonne trésorerie, donc on a donné le chemin de croix à restaurer. Il y en a pour 50 000 euros, 5 000 euros. Donc. C'est un chemin de croix peint ou Comment? C'est en quel médium? C'est de la peinture ou c'est non, de la sculpture? Oui, c'est la peinture, oui. La peinture. Et voilà, donc, et aujourd'hui, je continue à regarder ça d'un peu loin.
Cette partie-là, Mais elle j'aime est bien pas du tout partager habitée. mon savoir, voilà. Merci beaucoup. Donc c'est pas une charge pour moi de le faire. Sauf que j'ai la mémoire, les neurones, faut faire un peu. Cette partie-là, elle n'est pas habitée. Ah rien, c'est le vide. Hein, C'est tout vide. Ouais. plancher, Par contre, il y a oui, ça je l'ai pas dit, mais il y a une chape en béton en haut pour éviter qu'il pleuve à l'intérieur et qui tient les murs. Sinon les murs s'écrouleraient. Ça c'est mon père qui l'a fait faire. Ça a été une très bonne idée. Parce que là ils peuvent vivre encore. Mais il n'y a plus de plancher, alors il n'y a plus rien à l'intérieur. Il n'y a rien. Ah oui. Ah, tout a brûlé. Alors mon père a quand même restauré. Il y a des pierres de taille là qu'on voit qui sont un peu plus blanches, qui ont été changées parce que ça a noirci les flammes. Et il a commencé à lancer des poutres maîtresses en béton. Enfin, en bois, mais entouré de béton. Et bon, voilà, c'était arrêté là. Ça, Alors, c'était quand comment Ça a été quand le fait de mettre des toits en béton? Ça a été fait C'était après la guerre de 14-18, c'était en 1921-1922. quand? Le début du béton. Comment? C'était le début du béton, vraiment. Ah, je sais pas, peut-être. Ouais. Alors, tout de même un mot sur l'architecture, parce que on a été classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1948. Et en l'an 2000, ils m'ont proposé de mettre, retirer le château des inventaires pour nous laisser le reste des bâtiments et de le mettre complètement, j'ai oublié le nom, pas pris en charge par l'État au niveau... Classement. Classé. Classé, voilà. Et donc il est classé monument historique depuis l'an 2000. Je l'ai fait visiter. Il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire, mais pas tout le monde. Donc j'ai commencé, j'ai ouvert le 15... pendant un an, pendant 10 ans, je suis resté ouvert. Et j'ai terminé en 3 mois. La première fois, j'ai eu 1200 personnes en 3 mois. J'espérais monter à 1500, je suis tombé à 350. Voilà. Parce que les gens, l'histoire, ça ne les intéresse pas, ils veulent voir des meubles. Bon, j'ai dit, moi, les meubles, ils ont brûlé. Bon, voilà. Donc, alors oui, grand mot de l'architecture. Donc, sur la lucarne que vous voyez au-dessus de la tour octogonale, ce sont les 2 anges qui tiennent des armoiries qui sont les armes de France. On peut penser que, pour remercier le roi de France de lui avoir donné la forteresse, le nouveau propriétaire, M. Defarge, a fait mettre les armes royales, encadrées par 2 figurines qui sont 2 soldats en armes. L'un tient une épée et l'autre tient un mousquet. Alors, nous sommes dans l'architecture, c'est un peu fatigué. Là, ce ne sont pas des cheminées que vous voyez sur chaque en haut. Il y en a une de l'autre côté aussi. Ce sont des supports de fenêtres, qui ne sont pas des fenêtres d'ailleurs, qui sont des lucarnes. Ce qu'on appelle des fenêtres, c'est celles qui sont sur les tours, des fenêtres à traverse, des fenêtres et des fenêtres à meneaux, et en haut, ce sont des lucarnes qui sont en exergue par rapport à la toiture, quand il y avait un toit. Si vous vous approchez, vous verrez que sur en haut du corps de logis, là, il y a 2 personnages. Il y a une femme qui tient un trousseau de clés. À l'époque, je pense qu'à l'époque, les sculpteurs donnaient libre cours à leur imagination. Donc à l'époque, on avait beaucoup les châtelaines avaient beaucoup de clés. Il n'y avait pas de serrure, il n'y avait pas d'électrique, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Donc tout était fermé à clé, la vaisselle, tout ça. Et donc je pense qu'ils ont voulu symboliser une châtelaine, et sur la gauche, c'est un petit joueur de violon. Et j'en avais un autre que j'ai fait restaurer, qui était tout seul, que j'ai fait recoller par un spécialiste. Et puis, je voulais le remettre, mais ma fille me l'a fauché. Et elle le suit, ce petit personnage est très beau, c'est un violoniste aussi. Elle était à Paris à l'époque, mais il a fait Paris, Lyon, Toulouse, et ils sont à Toulouse, ils sont à Bordeaux. Ce dont je suis ravi, parce que
Et elle est à 2 heures d'ici. Alors que mon fils est à Mayotte. Donc c'est un peu plus loin. Donc le personnage a droit à une petite niche. Je lui ai dit, il faut que tu te l'occupes bien. Et ça, je l'occupe très bien, voilà, pour la petite histoire familiale.